Bien, rebonjour à toutes et à tous, chers collègues. Nous reprenons nos travaux cet après-midi avec l'audition de Monsieur Philippe Knorre. Exact. Knorre, directeur général d'Orano. Monsieur le directeur général, nous sommes très heureux de vous accueillir et nous vous remercions d'avoir accepté de venir devant notre commission d'enquête présenter les activités de votre société. Les hauts commissaires à l'énergie atomique que nous avons entendus en décembre ont insisté sur l'intérêt que représente pour la filière nucléaire française l'objectif de couvrir tout le champ, notamment de la filière amont, aval, celui du cycle combustible et celui de la maîtrise de la technologie d'exploitation. Orano, que vous dirigez, est issu de Cogema, puis Areva. Nous avons d'ailleurs reçu avant vous Madame Anne Lauvergeon lors d'une précédente audition. L'État français détient presque 80% du capital d'Orano. On m'a noté 90%. Ah voilà, bon, 90%. Et votre chiffre d'affaires s'élevait en 2021 à 4,7 milliards d'euros. Orano est fournisseur d'EDF, approvisionne en uranium, intervient en matière de fluoration, d'enrichissement, de traitement des combustibles usés, d'entreposage des combustibles usés. En attendant, les traitements font ainsi l'objet de contrats à long terme avec EDF. Si vos activités se situent à l'amont du cycle, les actifs miniers sont ainsi enregistrés dans votre bilan. Elles génèrent à plus long terme des opérations d'aval du cycle, de démantèlement et de gestion des déchets, comme en témoigne le montant des provisions constituées à cet effet qui atteignent près de 7,8 milliards d'euros en 2021. La frontière amont-aval est d'ailleurs sujette à discussion, comme l'a rappelé le haut-commissaire à l'énergie atomique entendu par la commission d'enquête. Le recyclage est-il une activité d'aval ou d'amont du cycle dans le domaine nucléaire? Tout ça dépend également des évolutions futures de cette filière. Par ailleurs, Orano exerce ses activités à l'échelle mondiale. Le contrat signé du retour des déchets nucléaires allemands en porte un témoignage. Enfin, les installations d'Orano sont, pour leur implantation, leur transformation ou leur agrandissement, soumises à des procédures relativement lourdes et leur sécurité est relativement contrôlée. Votre audition par notre commission d'enquête permettra à nos membres d'avoir une vision plus précise des enjeux industriels portés par votre société. Je vais m'en arrêter là pour vous laisser la parole, mais avant cela, il me revient, conformément à l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de vous demander de bien vouloir prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous demande donc de bien vouloir lever la main droite et de dire « je jure ». C'est bien noté, mais écoutez, je vous laisse la parole pour un propos liminaire. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Vous avez déjà décrit Orano à grandes lignes. Je rajouterai un point qui est point important. Donc c'est des équipes en France de 13 000 personnes, 17 000 salariés au total dans le monde, qui portent des technologies sur lesquelles on reviendra, et une entreprise qui est exportatrice puisque 50% de notre chiffre d'affaires est réalisé en dehors de France, plus de 50%, entre 50 et 60% en fonction des années. Vous posez la question, et vous avez beaucoup avancé dans vos auditions sur souveraineté et indépendance, donc je pense qu'il y a déjà une relative convergence sur ce que ça veut dire, et en particulier dans l'industrie nucléaire, et en particulier en raisonnant par les contraires, par la contraposée, c'est-à-dire si on n'est pas souverain, de qui sommes-nous dépendants ou à qui sommes-nous inféodés? Et pour une entreprise, c'est une question extrêmement cruciale, au-delà même de ce que ça peut représenter pour la nation française. Et vous avez entendu dans les auditions la nécessité d'anticiper, la nécessité de résister au choc. Et je voudrais insister sur quelque chose voilà, nos concitoyens, c'est toujours difficile de bien réaliser que pour le nucléaire, le raisonnement sur l'indépendance, et voilà, qui a beaucoup mené au sujet des technologies propriétaires, des partenariats sur les technologies, de la maîtrise des compétences, de la maîtrise des flux de matière, justement un ordre de grandeur qui est très important pour raisonner sur les flux de matière, c'est que 100 grammes d'uranium naturel, c'est une tonne de pétrole. Alors bon, c'est des grammes, c'est des tonnes, mais ça veut dire qu'il y a donc un facteur 10 000.
et qu'on a du mal à se représenter un facteur 10 000, mais pour bien raisonner, il faut imaginer qu'on est une dizaine dans cette salle, et que le facteur 10 000, ce serait comme avoir la ville de Caen, l'ensemble des habitants de la ville de Caen ou la ville de Nancy dans cette salle. Donc un facteur 10 000, c'est juste énorme, et ça veut dire que l'énergie dans l'uranium est extrêmement concentrée, que l'approvisionnement de la France, qui représente 8000 tonnes, c'est l'équivalent de 300 conteneurs, même si ils ne viennent pas tous sur le même bateau, ce sont des flux physiques très faibles. Ça veut dire aussi que ça se stocke très bien, et que sous différentes formes, on peut estimer que 2 à 3 ans de stock sont disponibles en général dans le monde, et en particulier en France pour ses besoins, bien entendu sous le contrôle d'EDF, et puis ceux dont nous pouvons disposer. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes horizons de temps que sur des énergies fossiles, dont nous sommes pour le coup globalement très dépendants, puisque 3/4 de notre énergie, peut-être 2 tiers en France, mais au niveau européen, 3/4 de notre énergie est encore une énergie fossile. Donc notre vraie dépendance est aujourd'hui une énergie fossile. Voilà pour cette introduction sur le secteur nucléaire. Et pour Orano plus précisément, j'aurais voulu vous préciser effectivement que j'ai pris la direction générale à l'automne 2014, dans des conditions où le patrimoine industriel d'Areva, parce que c'était Areva à l'époque, était dans une spirale de surendettement, avec un cash flow négatif, donc des dépenses de cash supérieures aux rentrées entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an. Donc clairement une situation insoutenable et une restructuration très lourde, avec, pour les équipes dont je parlais tout à l'heure, 42 000 salariés au départ, 6 000 suppressions d'emplois dans le monde, 4 000 en France, sans se faire arracher les chemises, donc dans un dialogue social basé sur le volontariat, sur le diagnostic des compétences, mais aussi le départ de la moitié des 4 dirigeants, la moitié des 154 dirigeants, un travail en profondeur sur la performance de l'entreprise à tous les niveaux, un travail sur sa structure juridique, puisque les activités de conception de réacteurs ont été séparées. C'est Framatome aujourd'hui, qui est une filiale d'EDF. Une restructuration qui a eu le soutien de l'État, à la fois de manière dans la procédure et par des augmentations de capital fortes, qui ont permis, l'ensemble de ces mesures, avec l'aval de la Commission européenne, ont permis de préserver, puis maintenant de développer une capacité industrielle qui nous place dans les 3 meilleurs mondiaux sur chacun de nos secteurs sur lesquels je vais revenir. Après avoir réduit les effectifs, bloqué les salaires, nous embauchons aujourd'hui 1300 CDI par an en France, 1500 à 1600 au niveau mondial, et nous transformons l'entreprise à la fois en excellence opérationnelle pour qu'elle délivre ses projets, ses productions de manière de plus en plus fiable, mais également en digitalisant l'essentiel de nos processus, à la fois en conception, en jumeaux numériques d'exploitation, et en étant à la pointe technologique. On n'est pas le plus gros sur chacun de nos métiers dans le monde, mais pour nos clients, on est très souvent le plus avancé technologiquement sur certaines de nos spécialités, sur lesquelles je reviens rapidement. Les mines, vous en avez parlé. En termes de provenance de nos productions, celles que nous ensuite allons commercialiser, et à pleine capacité, parce que nous avons réduit les productions des mines sur les dernières années, compte tenu des conditions de marché. 5000 tonnes sur 8000 tonnes environ. 5000 tonnes à pleine capacité viennent du Canada pour Orano. 2000 tonnes du Kazakhstan, 1000 tonnes du Niger. Et nous ouvrons des pilotes de production en Ouzbékistan, en Mongolie. Et nous avons des partenariats de production également avec des mineurs situés en Afrique et en Australie. Donc une diversité géographique qui participe également à la sécurité des approvisionnements, et puis vous avez vu de zones géographiques très variées. Ensuite, l'uranium naturel, comme vous mentionniez, est fluoré dans des usines qui sont situées en France. Installations qui sont neuves et en augmentation de production, qui ont été approuvées lors de la restructuration du groupe, donc qui ont bénéficié de l'augmentation de capital, et qui sont la seule usine qui opère ces opérations en Europe continentale. Et même les Britanniques ayant interrompu leur production, en ce moment, nous sommes les seuls à produire de la conversion en Europe. Sur l'enrichissement,
Nous co-détenons la technologie la plus performante en termes occidentaux avec notre concurrent et néanmoins partenaire Urenco. C'est une co-détention à 50%, 50-50, et l'enrichissement se produit dans l'usine du Tricastin en vallée du Rhône. Ensuite, s'agissant des services plus globalement, nous opérons des milliers de transports de matières nucléaires par an dans l'ensemble du monde. Nous démantelons des centrales nucléaires, intervenons en maintenance. Et puis, le sujet qui est à la fois unique, avec des compétences uniques au monde pour Orano, mais en même temps, celui qui va nécessiter le plus d'attention dans les années qui viennent, est celui du recyclage, puisque les combustibles usés, une fois qu'ils sortent des centrales nucléaires, les clients peuvent nous les confier en fonction des pays, soit pour les entreposer, soit pour les recycler, et faire en sorte que, à la fois dans l'électricité nucléaire produite en France, 10% soit faite aujourd'hui avec des matières qui sont recyclées, qui sont issues des usines de Lag et de Melox, mais également que les déchets sont conditionnés de manière sûre, ils sont vitrifiés, leur volume est réduit, leur radioactivité est réduite d'un facteur 10, radioactivité de long terme. Donc des opérations qui sont clés, pour lesquelles la France et Orano est dépositaire d'un savoir-faire unique au monde à ce niveau industriel. Scientifiquement, beaucoup de pays maîtrisent cette opération. En revanche, à ce niveau-là industriel, seule la France sait faire. Et compte tenu des annonces, notamment du directeur du discours de Belfort et de la perspective qui est donnée sur le nucléaire en France, nous appelons de nos voeux et nous commençons à être entendus le fait qu'il y ait une réflexion pour savoir comment des installations, celles de Lag, de Melox, qui auront 50 ans en 2040, peuvent être maintenues à bon niveau jusque-là, et ensuite prolongées avec un parc nucléaire qui est à la fois lui-même prolongé et renouvelé, et potentiellement également des réacteurs avancés. Donc un sujet d'aval du cycle qui est maintenant, qui peut rentrer dans les débats, l'examen, maintenant qu'une visibilité est fournie sur le parc de réacteurs qui sera disponible en France, sachant que cette activité de recyclage, on la réalise à plus de 95% pour EDF, avec d'autres clients, qu'ils soient néerlandais ou japonais, mais c'est essentiellement une prestation que nous faisons pour la France. En résumé, si vous m'autorisez en conclusion, vous aurez compris qu'on a traversé le désert, on a une traversée de désert assez longue. Il a fallu sacrifier certaines des ambitions, préserver l'essentiel en termes de compétences et de technologies. C'est aujourd'hui le cas. Financièrement, depuis 2018, chaque année, nous réduisons notre dette. Nous l'avons réduite de 25% d'ores et déjà. Nous avons été upgradés par Standard & Poor's pour être à nouveau une entreprise investment grade. Et donc, nous sortons de ce désert avec des technologies maîtrisées, des compétences rebâties. C'est notre raison d'être, d'ailleurs, de développer des savoir-faire. Et dans la mesure où tout ce qui ne tue pas renforce, dans la mesure où on en tire les leçons, on continue de bien bâtir sur l'ensemble des difficultés qu'on a traversées, qu'elles soient dues à l'entreprise, à la filière, ou d'une façon générale à son écosystème, pour construire aujourd'hui, sur la base de positions, vous l'aurez compris, concurrentielles fortes, technologiques fortes, sur lesquelles on n'a vraiment pas à rougir. Quand on voit que voilà, le Royaume-Uni a arrêté le recyclage, que des pays à travers le monde ont arrêté ce type de compétences, je crois que la France a vraiment, et Orano, je peux être fier de l'ensemble des équipes du nucléaire et d'Orano en particulier, qui portent aujourd'hui ces technologies. Elles ont besoin d'une visibilité qui a été fournie sur les réacteurs, d'une anticipation. Les industriels s'accommodent mal des stratégies de stop and go, des stratégies clignotantes. On voit maintenant qu'on peut avoir des visibilités, qu'on est résilient aux crises. On a produit plus de 80 à 90% de notre capacité pendant la crise du Covid. On est aujourd'hui résilient au drame de la guerre en Ukraine. Donc il y a des vraies forces dans l'industrie nucléaire française, en particulier ses équipes, et ce, malgré la traversée du désert. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Je vais avoir quelques questions avant de laisser le rapporteur poser les siennes, et puis de passer ensuite la parole aux autres députés membres de la commission.
On a beaucoup parlé au cours de nos auditions successives des enjeux de filière différents, d'une maîtrise de la filière complète à l'échelle nationale, des enjeux de construction de filière en fonction des choix technologiques qu'on avait à faire. J'aurais d'abord une première question sur ces enjeux de filière, qui est vraiment sur la technologie constante. Donc, la répartition des capacités de production dont vous disposez ou dont vous ne disposez pas sur le cycle initial du combustible. Je pense notamment conversion, enrichissement. Est-ce que, pour répondre à une partie des commandes actuelles auxquelles vous répondez, qui ne sont évidemment pas que celles d'EDF, est-ce que vous recourez à des moyens qui ne sont pas à vous? Je pense notamment pour l'étape de la conversion. Aujourd'hui, compte tenu, on a... Alors, je vais développer un peu pour l'étape de la conversion. On a arrêté notre ancienne usine et construit une nouvelle usine. C'était globalement sur l'amont du cycle, entre l'enrichissement et la conversion, ça a été plus de 5 milliards d'euros d'investissement en France. Et il y a eu une interruption de production. Le prix de marché, simplement pour donner un ordre de grandeur, c'était $6 du kilo. C'est aujourd'hui, à court terme, entre $40 et $20 à long terme. Donc, on était dans des conditions de marché extrêmement différentes. Donc, oui, il y a eu une interruption de production en France. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation progressive de l'usine qui s'appelle Philippe Coste au Tricastin, il n'y a pas de raison qu'à long terme, nous ayons besoin d'acheter de la conversion. En dehors d'opérations d'arbitrage. Voilà. Et du coup, donc aujourd'hui, on achète de la conversion pour des raisons économiques. Est-ce qu'il y a des raisons industrielles de capacité de... Non, il n'y a pas d'une façon générale, il n'y a pas de question de maîtrise technologique ou d'incapacité à faire. D'accord. Mais la capacité de l'usine actuelle, elle correspond aux besoins ? On est aujourd'hui, on vise une capacité finale au-delà de 14 000 tonnes. On a produit 9 000 tonnes cette année, donc on a encore une augmentation de production à faire. On est 2 ans après le démarrage, donc voilà. Mais il n'y a pas de raison qu'on soit acheteur sur le long terme. Merci beaucoup. Du coup, j'en viens aux filières qui n'existent pas. On a beaucoup parlé de surgénération, de réacteurs à neutrons rapides, de Superphénix, d'Astrid. Avec une première question, du coup, on a reçu l'actuel administrateur général du CEA qui nous a expliqué que la décision de l'abandon du programme Astrid, ou son éclatement, ou pas sûr d'avoir parfaitement compris quelle est réellement la nature de la décision qui a été prise, mais toujours est-il que le programme Astrid en tant que tel ne semble plus exister, que cette décision a été prise en concertation avec la filière, EDF, Orano. Est-ce que c'est quelque chose, vous considérez-vous en tant que directeur de Orano avoir été associé à cette prise de décision? Ouais, votre question est sur la forme de la prise de décision, donc la réponse est oui, mais je vais revenir sur le fond. Oui, j'étais associé. Mais dans des conditions qui sont quand même, qu'il faut préciser. Areva sort de la restructuration. Areva n'était pas financeur réellement du programme Astrid, ou marginalement. C'est des équipes, en revanche, du CEA et d'Areva. Maintenant, Framatome travaillait sur le sujet. Donc oui, à partir du moment où l'État a annoncé de fortes réductions des budgets du CEA, parce que c'est là que c'est venu, que EDF a annoncé qu'il ne pouvait pas financer au niveau souhaitable, puisqu'il était lui-même bloqué par l'AREN, par un ensemble de ressources financières. Il n'était pas possible, tout simplement, pour Areva, puis Framatome Orano, de financer ce type de recherche et développement, qui sont des recherches et développement très amont, alors qu'on était nous-mêmes sous pression économique. Ça fait partie des sujets. Enfin, voilà, quand vous traversez le désert, voilà, il y a des moments où il faut faire des choix. Et quand il n'y a plus de carburant, il faut... voilà, malheureusement abandonner certains véhicules, mais continuer en se concentrant sur les autres. Et, donc c'est le choix qui a pu être fait. Inversement, ça n'enlève rien à l'avantage des réacteurs rapides dans la gestion du cycle nucléaire. Voilà, ça n'enlève rien. Simplement, il y avait des programmes d'arbitrage de recherche et développement qui ont dû être faits essentiellement sous contrainte financière.
Merci beaucoup. Du coup, une des réponses à l'abandon d'Astrid, c'est un intérêt accru à la filière du multi-recyclage du combustible. De votre point de vue, quels sont les défis en matière de filière et de maîtrise du risque sur la question du multi-recyclage? Effectivement, l'arrêt d'Astrid, à ce moment-là, mène à deux choses. D'une part, le CEA propose d'avoir de la recherche sur la simulation et sur la chimie. On peut y revenir. On lance d'ailleurs des partenariats à la fois avec le CEA, le CNRS, des partenariats internationaux. Et on se développe dans des partenariats avec les États-Unis sur les réacteurs rapides, qu'ils soient à sodium ou qu'ils soient à sel fondu, pour leurs avantages. Et puis, n'ayant pas de projet de réacteur de ce type en France, la France étant elle-même isolée en Europe, parce qu'à la taille des États-Unis, de la Russie ou de la Chine, qui ont tous des programmes de ce type-là, la France aurait besoin d'un cadre européen qui n'existe pas pour des raisons évidentes, beaucoup plus fort. Donc, oui, le multi-recyclage, qui a des conditions techniques qui doivent encore être travaillées, c'est pour ça qu'il faut faire des prototypes. J'entends certains qui disent ça ne marche pas, attention, il faut faire attention aux objectifs que l'on assigne et aux conditions techniques. En fonction des combustibles que l'on prend, de l'isotopie des combustibles usés que l'on utilise, on peut obtenir, non pas le même résultat qu'avec des réacteurs rapides, bien entendu, mais on peut obtenir une stabilisation de l'inventaire, en particulier de l'inventaire de plutonium, en recyclant les combustibles MOX aujourd'hui usés qui ne sont pas recyclés. Donc on peut arriver avec plusieurs approches, soit par dilution dans un premier temps, soit par utilisation d'uranium enrichi et non pas appauvri en apport. On peut y arriver, les simulations le prouvent, même si maintenant il faut le prouver en réacteur, ce qui sera fait. Bien entendu, si on veut que ça ne marche pas, c'est assez facile. Il suffit de prendre des combustibles qui sont déjà dégradés, des combustibles MOX déjà dégradés, donc qui ont une isotopie notamment, par exemple, qui contient de l'américium 241. Et donc on peut ne pas faire fonctionner le multi-recyclage, mais on peut le faire fonctionner. Donc c'est l'intérêt de stabiliser les inventaires de plutonium et d'économiser la ressource aussi, puisque je disais qu'on avait aujourd'hui 10% d'électricité faite à partir de matières recyclées. En recyclant l'uranium au-delà du plutonium et en allant vers un multi-recyclage, on peut aller dans des systèmes, alors on ne parle pas d'aujourd'hui, on parle des systèmes post-2040, dans lesquels on stabilise les inventaires et on a 30% d'économie de ressources, donc 30% de besoin d'uranium naturel en moins. Et la capacité à mettre en place la filière industrielle et la difficulté et le défi technique que représente le multi-recyclage, on a tous bien compris que recycler du combustible usé, c'est quand même pas l'opération industrielle la plus simple. Donc multi-recycler, si on a bien compris, ça comprend des complexités supplémentaires. Quel est aujourd'hui votre regard sur la capacité à industrialiser ce multi-recyclage? Oui, alors, j'allais dire, impossible n'est pas français, et voilà, certes, le recyclage des combustibles usés est complexe, mais il se trouve que la France le maîtrise. Donc, voilà, pour une fois que l'autoflagellation n'est pas complètement applicable, profitons-en. Donc, oui, le multi-recyclage a des défis. Il a déjà été pratiqué à titre de campagne pilote, c'est-à-dire au niveau de quelques dizaines de tonnes, alors qu'on fait 1000 tonnes par an à La Hague, donc on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur, mais ça a déjà été fait en dilution, et pour refabriquer, parce qu'au fur et à mesure, le combustible usé se dégrade. C'est comme le papier, à force de recycler du papier, vous finissez par avoir des fibres que vous utilisez que vous ne pouvez plus utiliser pour écrire, mais bon, pour d'autres usages. Donc du carton ondulé, donc effectivement le vecteur isotopique va se dégrader. Donc soit vous apportez du plutonium de meilleure qualité et vous diluez votre produit multi-recyclé, soit vous apportez de l'uranium d'enrichissement. Ça peut changer les volumes. Ce qui change surtout, ça va changer la façon dont vous allez dissoudre ces matières-là. Une fois que les matières sont en solution, ça va être plus simple. Ça peut aussi changer les quantités, les flux, parce que par définition, dans un MOX usé, j'aurais peut-être dû le préciser, mais je vais faire un peu de... Dans un combustible usé qui est issu de l'uranium naturel, vous avez 1% de plutonium.
Dans un MOX frais, vous avez 8 à 9% de plutonium, donc, et que vous allez retrouver en bonne partie dans votre MOX usé sous d'autres formes, mais vous allez retrouver 6, 7 fois plus de plutonium dans un MOX usé que dans un combustible UOX usé. Donc, par définition, vous avez une quantité que vous allez devoir gérer et savoir bien dissoudre, savoir gérer dans l'ensemble du flux. Et ça rejoint aussi la question de quel est le parc que je dois servir. Si je dois servir un parc de même taille, alors oui, ça fait des quantités impressionnantes. Dans un parc de taille plus limitée, dans certains scénarios RTE, malheureusement, le parc nucléaire a une capacité qui est 2 fois plus faible. Voilà, bon, il faut 3 ou 4 fois plus de plutonium dans le flux, mais inversement, le parc est plus faible. Donc il faut qu'on arrive à planifier, et c'est ce que je vous appelais tout à l'heure de mes voeux, à avoir une vision à 20, 30 ans du parc. De toute façon, le multi-recyclage n'est pas une urgence de demain matin. Donc il faut qu'on ait cette vision de long terme qui permette de bien dimensionner l'outil industriel. Mais au titre de l'ensemble des enjeux industriels, multi-recyclés et pose des défis également. Si on a des réacteurs rapides, ils auront des combustibles également innovants. Ces combustibles également innovants, si on souhaite les recycler, il faudra aussi adapter les outils industriels. Justement, vous ouvrez sur la question suivante que je voulais vous poser, puisque on a une forme de dialectique qui s'est installée où on a mis en balance soit filière RNR, soit filière multi-recyclage, sachant que les deux, d'un point de vue du combustible, sont des filières finalement à construire. Note que vous approuvez. Quel serait, sur une filière RNR, l'enjeu de votre point de vue sur le combustible, de construction de la filière? Qu'est-ce qu'on maîtrise? Qu'est-ce qu'on ne maîtriserait pas? Sur quoi est-ce qu'il faudrait approfondir? Oui, alors il n'y a pas de raison en fait d'opposer les deux. Enfin, vous m'avez posé pourquoi le multi-recyclage est arrivé dans le débat. Je vous essaie d'expliquer. Et le fait que les réacteurs rapides avaient effectivement des avantages que le multi-recyclage n'atteindrait jamais. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Il faut simplement trouver des chemins industriels qui soient les plus sûrs d'une certaine façon, et puis qui correspondent au parc de réacteurs qu'on souhaite construire. Donc c'est essentiellement un critère de réacteur et que le cycle doit accompagner. Maintenant, sur la question des réacteurs, il y a plusieurs sortes de réacteurs rapides avec des maturités technologiques extrêmement différentes. Donc, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. On a un avancement technologique sur les réacteurs à sodium, par exemple, en France, où la France a été leader mondial, qui est tout à fait différente des autres types de réacteurs. Maintenant, en tant qu'Orano, sur les réacteurs avancés, il y a plus de 50 startups dans le monde, qui sont, en particulier un bon nombre d'entre elles, qui sont aidées aux États-Unis, 10 qui ont été sélectionnées. Et on est fournisseur de 5 des entreprises qui, en fait, sont aidées par le gouvernement américain, dans quelque chose qui précède un peu France 2030, mais dans le même format, c'est-à-dire aider un certain nombre d'entreprises de concepts de réacteurs à émerger. Et puis, on est fournisseur des 2 qui ont été sélectionnés, et là, qui sont financés à hauteur de plusieurs milliards de dollars pour construire leur premier prototype. L'un d'entre eux étant un réacteur sodium, par l'entreprise TerraPower de Bill Gates, qui elle-même développe un autre réacteur rapide à sel fondu. Donc là, avec du combustible liquide, pas du tout le même degré de maturité technologique, parce qu'un réacteur à sel fondu, dans l'histoire, il n'en a existé qu'un qui a fonctionné pendant 3 ans. Donc mais inversement, des enjeux, et vous posiez la question des enjeux technologiques, totalement différents, puisqu'on n'est plus sur un combustible nucléaire solide, mais un combustible nucléaire liquide. Et qui va poser de toute autre question, mais qui se rapproche plus que de ce que Orano peut faire en termes de vitrification, par exemple, en ayant des actinides et des produits de fission dans une solution qui, là, en l'occurrence, est un sel. Donc, la maturité de ces sujets, ces entreprises annoncent des prototypes pour le début de la décennie 2030, mais on n'est pas dans la maturité technologique la même du tout que, par définition, des EPR, EPR2 ou des réacteurs de petite taille SMR à eau légère. En revanche, ce sont les réacteurs EPR ou SMR sont en approche du cycle beaucoup plus en continuité. Donc, dans le débat que j'évoquais, les discussions à avoir avec le gouvernement, avec
EDF, son parc de réacteurs avec le CEA et les autorités de sûreté, il est certain que dans la mesure où le parc actuel, d'une part, est prolongé, et d'autre part, des réacteurs EPR de même technologie de cycle sont construits, pour nous, le premier enjeu quantitatif est de servir ce parc-là à eau légère. En revanche, oui, le nucléaire est une énergie jeune, hein, voilà, c'est une énergie qui a 50 ans dans son grand déploiement, donc elle est jeune et on peut encore beaucoup apporter par des réacteurs avancés en complément, non pas en opposition, mais avec des réacteurs qui permettraient non seulement de produire de la chaleur, parce qu'il y a d'autres usages que l'électricité, hein, certains de ces réacteurs sont à haute température, mais également d'apporter des avantages en termes de déchets. Il faut être très très clair, vous l'avez souligné, sur les enjeux d'industrialisation, on n'est pas du tout dans le même monde en termes de maturité. Comme on est sur les développements de nouvelles technologies, toute la discussion autour des SMR notamment élude un peu la question dans le débat public, en tout cas, du combustible et notamment du niveau d'enrichissement du combustible. J'ai cru comprendre qu'il y a parfois des projets qui peuvent exister avec des niveaux d'enrichissement qui ne sont pas usuels, notamment en France, parfois particulièrement élevés au regard de la réglementation. Comment est-ce que vous appréhendez vous, tout ça ? On est effectivement fournisseurs et des réacteurs que je citais peuvent aller jusqu'à utiliser des combustibles enrichis jusqu'à 20% en uranium contre 5% pour le combustible classique, donc enrichi en uranium 235. Bon, ça a des avantages puisque vous pouvez avoir des réacteurs qui soit fonctionnent beaucoup plus longtemps sans avoir besoin d'être rechargés, soit sont beaucoup plus compacts, soit les deux. En tout cas, vous débloquez un horizon complet d'innovation. Et c'est bien ce que les États-Unis ont cherché à faire en levant cette limitation à 5% qu'ils avaient informellement imposée depuis plusieurs décennies. Donc voilà, on travaille sur les sujets. D'un point de vue technologique, en termes d'enrichissement, voilà, il n'y a pas de technologie différente à appliquer entre 5% et 20% que ce qu'on fait entre 0,7% qui est l'uranium naturel et le 5% qui est utilisé. Donc c'est une adaptation des usines, mais il n'y a pas de rupture technologique. Sur tout ce qui vient ensuite, que ce soit l'entreposage, le transport, la déconversion, c'est-à-dire le passage en forme solide, oxyde ou métal qui peut être utilisé en réacteur. Là, en revanche, voilà, il faut des installations qui soient dédiées, mais là non plus, c'est pas. Il y a quelques barrières technologiques, mais qui, dans l'ensemble, ont toujours été maîtrisées, voilà, qui font partie de notre patrimoine technologique en tant qu'Orano. Certaines installations ont été arrêtées depuis 20 ans et ont été détruites. En revanche, on a encore les procédés. Donc, on se positionne. C'est aujourd'hui un marché qui n'existe pas, mais qui, en revanche, l'enrichissement, les matières enrichies à hauteur de 20% étaient uniquement d'approvisionnement russe. Donc, un certain nombre de clients, que ce soit réacteurs de recherche, que ce soit des réacteurs à but médical ou que ce soit des prototypes de réacteurs avancés, cherchent effectivement à trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. Les États-Unis ont dégagé un budget de 700 millions de dollars sur ce type de sujet. Bon, aujourd'hui, dans France 2030, il n'y a pas de fonds pour cela spécifiquement, puisque France 2030 se concentre sur la conception de réacteurs et pas nécessairement sur le cycle qui y est associé. Et on a publiquement indiqué que l'on travaillait à la fois, voilà, sur des combustibles commerciaux à 6, 7, 8%, parce que certains réacteurs existants pourraient le demander, certains clients ailleurs dans le monde posent la question, ça offrirait des cycles plus longs dans les réacteurs existants, et puis au-delà pour aller jusqu'à 20% et pour soutenir les réacteurs de recherche. Actuellement, avec vos installations d'envergure industrielle, on va le dire comme ça, vous pouvez enrichir jusqu'à combien? Vous êtes autorisé à enrichir jusqu'à combien? Alors, 5%, mais ce sont des faibles modifications pour passer à 6, et globalement, le cadre réglementaire est relativement adapté à 8, mais en revanche, nous devons soumettre des dossiers aux autorités compétentes en fonction des pays. Du coup, une fois qu'on a enrichi, juste sur l'aval encore pour boucler l'aval, il y a un enjeu de rénovation de la Hague.
Où est-ce qu'on en est? Comment est-ce que vous appréhendez cet enjeu au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il existe déjà des chiffrages un peu précis, un groupe projet ou tout ça? On l'appréhende de manière nouvelle depuis le discours de Belfort et depuis l'ensemble des décisions qui s'échelonnent pour le parc nucléaire, parce que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie précédente, celle qui a été prouvée en 2020, le recyclage perdait une bonne partie de sa clientèle en France à l'horizon 2035-2040 avec la fermeture des réacteurs. Et donc il s'agissait essentiellement de tenir dans un contexte économique très tendu encore pendant une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on n'a pas de solution, de plan tout fait. En revanche, on a depuis les 11 derniers mois procédé à une analyse des installations les plus vulnérables à leur vieillissement. On avait également beaucoup réduit les coûts de maintenance à Melox jusqu'à en réduire la production de manière trop forte et de manière subie. C'est-à-dire que voilà, on doit maintenant augmenter la maintenance et fortement, on a doublé les effectifs de maintenance et ses budgets pour réaugmenter la production de Melox. Donc, ce qu'on souhaite surtout, c'est que comme c'est un sujet de filière, c'est que l'examen puisse avoir lieu, comme il avait eu lieu pour le nouveau nucléaire France. L'État avait passé une commande à EDF, s'il y avait un nouveau nucléaire en France, quelles devraient en être les conditions et les objectifs. Donc voilà, on pense que dans ce quinquennat, et voilà, je ne désespère pas du tout d'être entendu. Là-dessus, les discussions commencent pour avoir dans ce quinquennat une visibilité sur les avantages du recyclage, et se poser la question. Voilà, les installations, elles ont une durée de vie en fonction des ateliers, mais elles auront 50 ans dans la décennie 2030-2040. Lesquels faut-il rénover? Lesquels faut-il prolonger? Que faut-il construire de neuf? Faut-il continuer le recyclage? Je suis convaincu que le recyclage a d'énormes avantages, et sur le conditionnement des déchets, et sur le recyclage des matières, et donc l'économie de ressources. Un recyclage, ça coûte à court terme toujours plus cher que de ne rien faire. Bien entendu, donc il y a des aspects économiques aussi à traiter, et on souhaite que, avec la filière, nous puissions faire des propositions au gouvernement dans les mois qui viennent, de façon à ce que dans les lois qui seront présentées au Parlement, ils puissent être clarifiés, et la visibilité sur l'aval du cycle qui en a besoin, puisqu'il est dans un contexte qui n'est pas un contexte de marché mondial tel que l'amont, mais bien un contexte de service de durabilité, en particulier pour la France. Merci beaucoup. Deux dernières questions. Que représente le volume, je parle en volume parce que je pense que ça parle plus de façon générale aux gens, d'uranium appauvri disponible en France, enfin présent sur le territoire, que vous gérez, il me semble. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la façon dont il est stocké, entreposé, et quels enjeux est-ce que vous identifiez à ce niveau-là? Donc, il y a dans nos entreposages environ 300 000 tonnes. Alors, la densité est supérieure à 1, hein, donc ça représente un certain nombre ce sont des hangars qui sont pas énormes. Il faut imaginer ça. Je sais pas si on peut comparer ça à un hypermarché ou c'est pas un entrepôt d'une grande entreprise de vente à distance. Hein, qu'ils sont à la fois donc en vallée du Rhône et en région Nouvelle-Aquitaine. D'abord, ce sont des produits complètement inertes. D'ailleurs, comme c'est dans une zone rurale plutôt sympa en termes de biodiversité, la dernière fois, j'ai croisé à la fois des chevreuils et des renards autour des entreposages. Il y a quelles ressources, surtout énergétiques, ça représente. Qu'on les utilise à terme dans des réacteurs rapides, ou parce qu'il y aurait une difficulté sur l'enrichissement qui nécessiterait d'y avoir accès. Ça représente, si on les réenrichit, alors bien sûr ça coûterait plus cher que ce que ça coûte aujourd'hui, hein, mais si on les réenrichit, c'est 60 000 tonnes d'uranium naturel, donc ce qui veut dire à peu près 7 à 8 années de consommation de la France. Donc c'est une mine potentielle, qui serait une mine chère, hein, bien entendu, mais qui contribue également à sécuriser l'approvisionnement énergétique.
Enfin, j'ai une dernière question. Vous avez réalisé un gros investissement industriel en fermant Eurodif et en ouvrant Georges Besse 2, donc votre usine d'enrichissement. Je précise d'ailleurs que j'ai eu l'opportunité de visiter les deux sites et c'est assez impressionnant l'un comme l'autre d'ailleurs. Et il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est la consommation électrique et l'évolution de la consommation électrique, en passant d'un besoin de puissance de 2500 MW pour Eurodif à 50 MW pour Georges Besse 2. C'est-à-dire, grosso modo, qu'Orano a rendu, et ce serait bien que vous nous précisiez exactement l'année, l'équivalent de 3 tranches nucléaires au réseau national. Et je me demandais finalement comment tout ça a été pris en compte, notamment dans les scénarios d'évolution de la consommation d'énergie, parce que quand du jour au lendemain, vous récupérez 3 tranches nucléaires qui n'étaient pas vraiment prévues, sans le dire à personne, enfin, ça peut bouleverser un peu la lecture qu'on a de l'évolution du besoin d'électricité à l'échelle nationale. Oui, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le sans le dire à personne. Enfin, je pense que ça s'est clairement vu à l'époque. Alors, est-ce que c'est 2010, 2011? Enfin, en tout cas, c'est début de la décennie. Je pourrais plus vous dire l'année exacte de l'arrêt de Rodif, mais en tout cas, c'est dans ces années-là. Effectivement, c'est pas anodin dans le moment de l'analyse de la demande. C'est pas non plus anodin en termes géographiques, puisque la France doit aussi s'analyser en termes régionaux, et que ce soit la région PACA, l'approvisionnement de l'Italie, enfin, cette zone-là est demandeuse de génération électrique. Donc voilà, à ma connaissance, même si je n'étais pas dans les discussions, EDF et RTE étaient tout à fait demandeurs de récupérer cette production électrique. Comment ça a été pris dans les simulations et demande de, je ne peux pas vous répondre, j'étais pas sur ces sujets à l'époque. Mais c'est vrai que quand on visite, on peut voir l'évolution technologique qui a été faite, qui est incroyable. D'une façon générale, Orano opère des objets extrêmement technologiques qui ont la technologie de Formule 1, alors Formule 1 électrique, mais de Formule E, mais qui ont quand même la taille de cathédrale. Et là, on voit le passage d'une technologie de taille cathédrale gothique à une technologie très modulaire, très numérisée, avec de l'électricité haute fréquence, qui est quelque chose de tout à fait différent, et effectivement très économe en énergie. Enfin, c'est comme si en 2012, on avait construit 3 tranches nucléaires de 900 MW dans le parc national. Mais pour le coup, ça, on l'a pas dit dans les effets publics de l'évolution des scénarios. Et c'est vrai que ça peut masquer un certain nombre de réalités de la construction de ces scénarios. Enfin, c'est ma perception. D'une façon générale, oui. Les systèmes complexes sont difficiles à vulgariser, et donc on se focalise parfois sur quelques symboles, alors que la réalité est bien entendu un peu plus complexe et doit être présentée dans la nuance, ce qui est difficile, mais c'est notre job aussi de l'expliquer. Merci bien, monsieur le rapporteur. Alors là, il va falloir que vous coupiez votre micro maintenant pour le rapporteur. Je suis le seul qui puisse parler en même temps que vous. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur Général pour ces explications très précises sur un sujet assez complexe que nous essayons de prendre avec prudence et rigueur. Donc si je commets de mon côté des erreurs, je compte sur vous pour me corriger. Deux premières questions, je ne serai pas long sur l'entreprise Areva en l'occurrence. En général, pour avoir votre éclairage, la première sur ce qui a failli dans le fameux One Stop Shop qui avait été envisagé à l'époque. Je crois que vous avez été directeur de la stratégie d'Areva pendant un temps, sur ce qui explique selon vous que on ne puisse pas facilement avoir un modèle intégré et que finalement construire des réacteurs nucléaires soit réservé à des entreprises qui ont une très longue expérience, les compétences nécessaires et qui puissent se concentrer sur
sur cet aspect-là, notamment avec les différents déboires, si j'ose dire, qu'on a pu connaître par le passé. Je pense aux cuves notamment, mais pas uniquement sur le sujet. Donc peut-être une première question sur ce point et une deuxième question que je pose en même temps sur le réacteur finlandais, enfin sur le projet finlandais, dont je crois vous avez assuré la direction de projet pendant un moment. Peut-être pour que vous nous éclairiez sur les raisons du retard et la manière dont le projet a évolué avec le temps et les difficultés que vous avez rencontrées dans la conception et dans la réalisation du projet. Alors, vous avez, oui, la question du one-stop shop, je ne pense pas que ce soit, et donc qui, bon, pour peut-être ceux qui n'ont pas suivi cette dimension stratégique, et la capacité à vendre à la fois de l'uranium, du combustible et des réacteurs, et quand on vend un réacteur, de vendre le combustible qui lui est lié. Les raisons voilà, qui ont amené au démantèlement d'Areva sont des raisons d'exécution, de mise en œuvre. Aujourd'hui, le dernier mouvement en date est le mineur Cameco de l'uranium qui rachète la société nord-américaine Westinghouse. L'approche des Russes a été toujours de vendre des réacteurs avec du combustible et les matières qui sont liées. Inversement, les Britanniques ont échoué. Donc c'est une question de mise en œuvre, c'est-à-dire la capacité d'une entreprise à délivrer ce qu'elle a promis, ce qui est le premier devoir d'une entreprise industrielle. Elle est assez indépendante de la question que vous posiez, et je reviendrai sur les grands projets, sur la fabrication de cuves, où voilà, il y a des questions de savoir-faire industriel, de mise au niveau. J'ai dû gérer la situation du Creusot et la mettre en œuvre, de réglementation qui évolue, de savoir-faire industriel. Nous avons été les premiers à dire, attention, dans le monde de la forge, il nous semble qu'on n'est pas aux meilleures techniques industrielles qui soient disponibles au moment des années 2010, enfin en l'occurrence 2015 pour le Creusot, 2016. Bon, depuis, et encore récemment, des grands forgerons mondiaux ont dit qu'effectivement, ils ne maîtrisaient pas ces types d'opérations aussi bien qu'ils auraient pu l'espérer. Donc oui, il y a des questions de maîtrise industrielle, d'opération industrielle. Aujourd'hui, la situation du Creusot par les investissements qui ont été faits, et ça a été bien décrit par Bernard Fontana, Framatome. Voilà, Framatome a ce savoir-faire industriel et les outils industriels complètement rénovés, puisque les outils industriels étaient extrêmement anciens, ils n'avaient pas été renouvelés depuis la construction du parc, d'une part, et puis d'autre part, pour certains, la presse de forge, c'était une prise de guerre, hein, donc ça ne nous rajeunit pas. Donc il fallait faire un travail de rénovation fondamentale et des outils et des compétences. Ça a été fait, et aujourd'hui, voilà, Framatome maîtrise ces opérations, qui sont des opérations industrielles. Donc on faut pas, pour moi, il y a deux choses assez différentes, que sont la maîtrise industrielle d'une opération de fabrication très, très exigeante, qui est une opération de forge, puis de fabrication de la cuve, et d'autre part la maîtrise de très très grands projets. Et vous interrogez spécifiquement sur le réacteur finlandais. Il y avait des aspects très finlandais, c'est-à-dire que voilà, un contrat défavorable, ça a été évoqué ici, un client qui n'a pas besoin de l'électricité, et puis beaucoup de facteurs communs avec Flamanville. Et donc à ce moment-là, on va se rapporter au rapport de Jean-Martin Folz sur les causes et difficultés de construction des EPR, auquel j'ai eu la chance de contribuer avec beaucoup d'autres, et dans lequel je me reconnais tout à fait sur les conclusions qu'il en tire. Et d'ailleurs, ce qui nous a amené pour Orano à faire un plan de maîtrise des grands projets, même si nous n'avons pas d'aussi grands projets que les EPR, tout à fait, alors un peu avant, mais tout à fait cohérent avec, nous avons mis en cohérence avec le programme Excel d'EDF, de façon à maîtriser et les compétences et la gouvernance de ces grands projets, mais également les relations avec les fournisseurs, la standardisation des procédures pour qu'elles puissent être, et des gestes techniques de façon à ce qu'ils puissent être faits de manière fiable, et d'une façon générale, la réalisation du geste technique du premier coup avec un ensemble de mesures qui nous amène sur, c'est un exemple que je donnais, sur le plus grand projet que nous avons aujourd'hui, qui est un projet de remplacement des évaporateurs à La Hague, qui fait déjà partie d'un grand carénage de La Hague, un projet à 800 millions d'euros. Nous avons lancé notre plan en 2017-2018. Il a fallu qu'il produise ses résultats, mais sur les 2 dernières années, nous avons moins de 5% de dérive planning, donc 95% de suivi planning, alors que voilà, malheureusement sur la Finlande, on était dans des adhérences planning qui étaient en dessous de 50%. Donc les causes
profondes. Voilà, j'ai essayé de les résumer, mais globalement, dans le rapport Folz, il y a beaucoup de choses qui touchent, puisque c'était 2 EPR avec des conditions finlandaises spécifiques. Et pour reboucler avec votre point de départ, qui était le One Stop Shop, j'ai annoncé 3 mois après ma prise de fonction chez Areva, c'est-à-dire dès le début 2015, que Areva n'était pas de taille à soutenir des projets de ce type-là, qui sont d'immenses infrastructures, des constructions de cathédrales. On imagine le Grand Paris, on imagine, enfin, l'EPR, rien qu'en acier pour les armatures, c'est 7 fois la masse de la Tour Eiffel. C'est des millions de composants, 10 000 vannes. Une seule vanne vous manque et c'est un monde qui s'écroule. Donc, c'est aussi un défi humain énorme. Donc, je voudrais à la fois ici faire part du traumatisme où ça a été professionnellement, de devoir construire dans ces conditions-là, et d'être appelé pour construire dans les conditions qui ont été décrites, c'est-à-dire avec un design qui n'était pas achevé, une supply chain qui n'avait pas une base technologique et industrielle, qui n'avait pas qui n'avait pas été à la même phase de la construction depuis 20 ans, et un ensemble de facteurs et de compétences qui avaient été perdus. Construction en l'international avant de construire en France. Enfin, voilà, à peu près tous les critères pour que ça fonctionne mal. Mais ne négligeons pas que voilà, le concurrent américain a eu des difficultés encore plus grandes. Donc, quand il faut que pas non plus là que la France jette le bébé avec l'eau du bain. L'EPR est construit pour 60 ans. Il est reconnu comme un produit extrêmement sûr par les autorités de sûreté. Ce n'est pas le seul réacteur qui peut répondre à la demande, je ne dis pas ça, mais les équipes qui ont traversé le désert en construisant ce réacteur, elles méritent le respect. Je vous remercie. Donc je comprends que vous ne partagez pas l'affirmation de M. Proglio tenue ici, selon laquelle l'EPR est inconstructible. L'EPR tourne, donc par définition, il est constructible. Inversement, oui, il y a des objets plus simples. Il y a certainement des objets plus simples à construire. Mais c'est une infrastructure d'une taille que dans le monde occidental. Et voilà, en Chine, visiblement, la construction est plus facile, même si c'est le même produit. Les grands projets, d'une façon générale, dans le monde occidental, il faut qu'on s'interroge. Quand mes amis allemands me charrient amicalement ou pas d'ailleurs sur le temps de construction de l'EPR, qui encore une fois est dramatique en tant qu'industriel, c'était absolument quelque chose à ne pas reproduire, évidemment. Je leur rappelle simplement que l'EPR est entré en fonction avant l'aéroport de Berlin, qui a été lancé au moment de la chute du mur en 1990. Donc bon, c'est un peu provoquant, et étant moi-même allemand, je le prends avec le second degré nécessaire. Donc évidemment, ce n'est pas à reproduire, mais ne négligeons pas que ce sont des infrastructures de taille extrêmement importante, et que ce sont jamais des parties simples. Et inversement, énormément de leçons à en prendre. La filière les a apprises. Je vous ai donné les résultats sur notre plus gros projet aujourd'hui, et on espère mettre en route nos évaporateurs en fonction de nos évaporateurs à la fin du mois de mars, et prouver que quand on travaille industriellement, pas en faisant un produit tous les 20 ans, mais au contraire en industrialisant les compétences, en faisant des séries, avec la visibilité qui est donnée. Et c'est pour ça que, au-delà de la visibilité réacteur, j'appelle de mes voeux la visibilité sur l'aval du cycle. Les mêmes challenges se sont produits au moment de la construction de la Hague et se reproduiront si on a des installations de ce type-là à faire. Ça nécessite une gestion de la complexité qui est faisable, qui est industrielle, mais voilà, qui ne va pas de soi. Je vous remercie. J'en viens aux activités actuelles d'Orano. Est-ce que vous pouvez revenir sur les provenances de votre uranium naturel, et peut-être en redonnant ces provenances, expliquer d'où vient, bien sûr, au-delà de la disponibilité des ressources, le choix des pays, expliquer quel est le degré de vulnérabilité que vous attribuez
à chaque pays, étant donné, effectivement, vous avez cité le Kazakhstan, le Niger, le choix, ou en tout cas les choix qui ont été faits et qui perdurent aujourd'hui de l'importation du Kazakhstan et du Niger, par exemple, plutôt que de l'Australie ou d'autres pays qui seraient sûrs, et peut-être l'évolution dans le temps à grande maille de ces volumes, parce que si je ne me trompe pas, il y a eu un rééquilibrage dans les dernières années dans les volumes importés par pays. Oui, il y a eu des mouvements très forts au cours des dernières années. Pourquoi? Parce que, compte tenu des conditions de marché, une des 2 mines du Canada a été mise sous cocon par notre partenaire Cameco, et dont nous récupérons et nous sommes propriétaires voilà, de plus du tiers de cette mine-là. Le Kazakhstan a d'une façon générale réduit ses productions de 20%, et un peu plus en ce qui nous concerne. Et puis le Niger, qui était très fort, nous avons fermé à l'épuisement du gisement, une des 2 mines du Niger. Donc entre les mises sous cocon, qui redémarre, là, la mine canadienne de McArthur redémarre, donc on va être à la pleine capacité que je mentionnais tout à l'heure. Il y a des variations, plus les effets Covid, où certaines des mines se sont arrêtées, notamment au Canada, pendant quelques mois. Donc si on regarde les données d'une année, on va trouver quelque chose qui n'est pas moyen. Donc c'est pour ça que je raisonne et on raisonne dans les équipes à pleine capacité, en tenant compte aussi des parts de production que nous avons. C'est-à-dire qu'au Kazakhstan, on opère la société Katco, qui est une joint venture avec la société nationale. Néanmoins, on ne récupère que la moitié de la production. Donc à chaque fois, au Niger, nous sommes majoritaires, mais là aussi, les actionnaires minoritaires prennent une partie. Donc c'est à pleine capacité, et voilà, typiquement dans un schéma qui sera dans quelques années, avec le redémarrage du Canada, avec l'obtention des autorisations au Kazakhstan. On sera dans les chiffres que je citais de 5000 tonnes venant du Canada pour Orano, 2000 tonnes venant du Kazakhstan, et puis 1200, 1300 tonnes du Niger, de la mine de Somaïr, avant le lancement du projet Imouraren au Niger, puisque à chaque fois, près de nos mines, nous développons aussi des projets, et nous sommes sur des pilotes donc en Ouzbékistan et en Mongolie. La première chose à avoir en matière minière, c'est la qualité du gisement. Enfin, c'est la tautologie, mais donc compte tenu des marchés, il faut être sur des gisements de classe mondiale, donc des gisements qui ont des coûts de production, de l'accès à la matière plus facile possible. De ce point de vue-là, le Canada a des minerais extrêmement riches. Le Niger a été un des premiers endroits où la France a trouvé de l'uranium, puisque Cominac, qui a fermé, avait 50 ans d'exploitation. C'est le cas de Somaïr, qui doit être à 53 ou 54 ans aujourd'hui. Là où les mines du Kazakhstan avaient été exploitées, découvertes par l'Union soviétique, mais fortement développées à partir des années 2000. Et je voudrais souligner que c'est bien, alors à l'époque, Areva, qui a développé a été la première entreprise étrangère à développer fortement ses activités au Kazakhstan, et que pour l'Ouzbékistan, 20 ans après, à l'ouverture du pays, Orano a été sélectionné comme le plus grand partenaire pour développer les mines d'Ouzbékistan, grâce à ses compétences technologiques, à notre capacité à faire des jumeaux numériques, à être plus efficace dans la récupération de l'uranium, grâce aussi au soutien sans faille et très efficace de toutes les équipes du ministère des Affaires étrangères. Nous travaillons beaucoup avec les ambassades dans toutes nos relations d'une façon générale au niveau mondial, mais en particulier avec les pays miniers. Donc il y a dans ce choix des critères géologiques, des critères géopolitiques, puisqu'il y a certains États dans lesquels il est très difficile, pour des raisons d'autorisation, pour être en conformité d'un point de vue éthique. Donc il y a ces critères-là qui interviennent. Et puis il y a des questions d'acceptabilité des mines. Et pour l'Australie, alors au-delà de la distance, pour une entreprise minière de taille, par rapport à des très très grands mineurs, comme les compagnies Rio Tinto ou BHP, Orano, et l'uranium, c'est un marché qui est très très petit. Donc avoir des opérations en Australie n'est pas forcément le plus simple, mais également parce que les gisements qui faisaient partie de notre patrimoine industriel se sont heurtés à des questions d'acceptabilité locale, comme beaucoup d'activités minières, et en particulier Rio Tinto récemment a eu des difficultés en termes d'acceptabilité locale. Donc l'ensemble de ces critères rentrent en jeu.
ce qu'il faut bien comprendre dans le paysage, c'est que nous devons être extrêmement performants en termes technologiques et en termes industriels, et nous avons des coûts extrêmement compétitifs par rapport à nos concurrents, quand on examine les marges réalisées, les rendements réalisés. Donc vraiment des équipes à la fois géologiques, minières et technologiques très fortes, parce que nous sommes le seul grand mineur de l'uranium qui n'a pas de mine sur son pays d'origine. Le numéro 1 mondial, c'est le Kazatomprom au Kazakhstan, Cameco opère ses mines au Canada. Donc parmi les grands mineurs de l'uranium, nous sommes les seuls à opérer à l'extérieur. Et surtout pas du tout chez lui. Et alors sur ce point, est-ce que vous pourriez qualifier votre degré de préoccupation, d'une part sur la disponibilité de l'uranium dans les pays concernés en cas de crise géopolitique ou de chocs divers et variés non anticipés, et deuxièmement sur le prix en cas d'évolution du marché et dans un monde où on a un peu plus de 400 réacteurs construits et puis plus d'une cinquantaine en construction, avec une dynamique mondiale plutôt très favorable à la construction de nouveaux réacteurs. Je vais revenir sur le facteur l'uranium. 100 grammes d'uranium, c'est une tonne de pétrole. Ça, c'est un facteur physique. Donc effectivement, les stocks qui peuvent être disponibles chez les clients et aux différents niveaux de la chaîne représentent plusieurs années de consommation. Donc si une des sources d'approvisionnement qui représente 20 à 30% venait à défaillir, voilà, vous avez 20% qui vous manquent, vous avez 2 ans de stock, ça vous permet de gérer une décennie et donc d'avoir le temps de vous retourner. Bon, évidemment, ce sont des chiffres moyens. Il y a des clients qui ont beaucoup moins de stock, donc eux peuvent être dans des situations et on va pouvoir avoir une volatilité sur les prix. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus, qui ont beaucoup plus de stock et qui n'aborderont pas la situation de la même façon. Donc oui, on fait très attention à la géopolitique. L'uranium a plus de 40% dans des pays de l'OCDE en termes de réserves. Donc voilà, il y a quand même des amortisseurs. Donc il y a toujours une balance entre l'économique de court terme et la stabilité de long terme, ce qui nous a amené à être tout à fait d'accord avec la mise sous cocon de la mine au Canada de McArthur, puisque c'est une mine l'uranium reste en terre, de très bonne qualité. Donc quand les conditions de marché ne sont pas là, autant réserver une réserve sûre pour le long terme. Donc on est très prudent sur ces équilibres. Maintenant, on voit qu'en ouvrant le Kazakhstan, Ouzbékistan, Mongolie, en ayant des approvisionnements sur d'autres pays d'Australie et d'Afrique, voilà, si c'est pas la sécurité à court terme, le passage de l'hiver qui m'empêche de dormir, pas plus que l'hiver prochain. C'est vraiment, il y a une vraie diversité et géographique et de partenaires mondiaux qui nous permet d'assurer. Et puis des technologies. J'ai cité le cas extrême où il faudrait qu'on utilise de l'uranium appauvri. Alors au-delà du critère volume, je voudrais aussi insister sur un critère économique. Alors, quand vous produisez de l'électricité avec une centrale gaz, l'essentiel du coût du mégawattheure, même quand le gaz n'était pas cher, c'est le coût du gaz. Dans une centrale nucléaire, l'essentiel du coût, c'est la centrale elle-même. Ce qui fait d'ailleurs que l'essentiel de la valeur ajoutée est dans le pays où est la centrale. Ça fait de l'emploi en France quand il y a des centrales en France, parce que l'essentiel du coût est à la centrale. Ensuite, l'uranium naturel, c'est quelques pourcents du coût d'un mégawattheure nucléaire. Je parle pas du prix actuel sur le marché court terme. Je parle bien d'un coût, donc c'est quelques euros. C'est quelques euros par mégawattheure. Donc même si vous multipliez le coût de l'uranium par 3, 4 ou 5, ce dont nous rêverions, vous n'allez pas révolutionner le prix de l'électricité nucléaire. Alors, maintenant, vous avez cité les crises géopolitiques, mais aussi le développement du nucléaire. Dans la mesure où on a besoin, suivant les scénarios, pour 2050, entre 5 et 10 fois plus d'électricité décarbonée. Dans ce 5 à 10 fois plus, le GIEC, l'Agence internationale de l'énergie, demande à ce qu'il y ait au moins un facteur 2 sur le nucléaire, fois 2,5. Ça veut dire qu'il y aura effectivement besoin de plus de ressources. Mais aujourd'hui, il y a un siècle de réserves et ressources sur l'uranium, même avec cette taille de parc nucléaire qui pourrait augmenter.
Donc voilà, je ne suis pas... alors malheureusement, voilà, je ne prédis pas à long terme un prix de l'uranium qui monterait autant que d'autres ressources naturelles ont augmenté ces dernières années. Ceci étant, voilà, le plus haut historique de l'uranium a dû dépasser les $120, si on exprime en dollars par livre. Il est descendu à $20, il est aujourd'hui à $50. Donc oui, il y a bien une anticipation, au-delà des crises géopolitiques, il y a bien une anticipation que la demande va demander l'ouverture de nouvelles mines et que dans la décennie 2030-2040, il y aura plus de réacteurs nucléaires et qu'on consommera plus d'uranium. Bon, maintenant, le passage de $20 à $50 pour un électricien qui opère une centrale nucléaire, voilà, ça ne révolutionne pas le coût de son mégawattheure. Je vous remercie. Une dernière question sur cette partie rapide, parce que la question de la production énergétique nécessaire dans le cycle a été évoquée par le président, mais simplement pour que vous nous précisiez, enfin pour que vous précisiez au public l'impact écologique de l'extraction d'uranium et son éventuelle hétérogénéité dans les différents pays concernés. Alors, effectivement, le nucléaire est, de façon générale, bas carbone, avec, d'après les chiffres du GIEC, 12 grammes de CO2 par kilowattheure, à peu près à parité avec l'éolien. Une analyse en France montre plutôt 6 grammes. On va être assez dépendant d'une empreinte carbone qui est en bonne partie dans les mines, effectivement, parce qu'elle est dépendante de l'énergie, c'est-à-dire qu'elle est dépendante de l'énergie au Canada, elle est dépendante de l'énergie au Kazakhstan, et notamment au Kazakhstan, avec des énergies encore carbonées, au Niger également. Et donc, notre plan de réduction, nous-mêmes, de notre empreinte CO2, même si on fait partie des 6 grammes, 12 grammes, elle se concentre sur notre capacité à avoir de l'électricité décarbonée dans ces zones-là. On reste sur une énergie nucléaire qui, en termes d'emprise au sol, est très avantagée. On aura besoin de renouvelables, j'ai aucun doute là-dessus. Il faut développer le renouvelable. Voilà, en termes d'empreinte, on développe une nouvelle politique biodiversité également. En termes d'empreinte environnementale, on continue de diminuer encore, même si, et en particulier sur le carbone, le nucléaire a une empreinte extrêmement faible. Je vous remercie, j'avance dans le cycle. Peut-être pour que vous nous redisiez, parce que vous avez eu un échange précis avec le président tout à l'heure, mais que vous nous redisiez les différentes activités que vous avez à La Hague et à Marcoule, et que vous reprécisiez le pas de temps dont vous parliez tout à l'heure sur le besoin de rénovation ou d'extension des capacités et le rôle que devraient ou pourraient avoir les pouvoirs publics en la matière. Vous me laissez une journée ou je vais essayer d'être le plus concis possible, parce que voilà, ce sont des sujets effectivement de long terme. Aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire d'abord, ou du point de vue de la PPE et du point de vue du pas de temps, l'horizon de temps qui est indiqué, c'est 2040 pour les activités de recyclage en France, sans préciser si ensuite elles sont prolongées ou arrêtées, mais en tout cas, elles doivent se prolonger jusqu'en 2040. Après, il faut voir à quel volume, et il est clair que la perspective de rester sur le nouveau nucléaire France double quasiment les volumes que devrait encore traiter La Hague à cet horizon-là. Aujourd'hui, à La Hague, donc, sortent des réacteurs nucléaires d'EDF environ un camion de combustible usé tous les 2 jours. Donc, pour imaginer, c'est 200 camions par an, 200 transports par an qui arrivent à La Hague. Ça représente 1000 tonnes, je reviens aux tonnes, en ordre de grandeur, 1000 tonnes de combustible usé. Ces combustibles usés sont donc découpés en morceaux de façon à accéder à la matière qui est à l'intérieur. Cette matière est dissoute. Les 4% de déchets ultimes sont conditionnés dans une matrice de verre. La structure métallique de l'assemblage lui-même est également conditionnée. Et au total, l'ensemble de ces déchets représente, pour les déchets vitrifiés, en revanche, environ 200 mètres cubes par an. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs années pour remplir une piscine municipale. Donc ça, c'est pour les déchets qui sont conditionnés à La Hague. Ensuite, les matières nucléaires, le plutonium, c'est 1% de plutonium dans ce qu'on récupère comme matière. Donc lui est transporté vers Mélox, donc dans le Gard,
sur le site, à côté du site CEA de Marcoule, pour fabriquer à nouveau, en le diluant d'un facteur 10, du combustible, qui est appelé donc du combustible MOX, dont on produit environ, à pleine capacité, 100 tonnes par an, et cette année, on a produit 60 tonnes. Donc voilà, c'est pour cette partie. Ensuite, 95% des matières qui sont récupérées sont de l'uranium de recyclage, qui historiquement a été recyclé en particulier dans la centrale de Cruas, a été recyclé pour nos clients belges, allemands, suisses, et qui, pour la France, en ce moment, est entreposé en attente de recyclage dans les réacteurs d'EDF. Est-ce que ça répond à votre question Alors ensuite, les horizons de temps. Bon. Horizon de temps, on a aujourd'hui, sur les dernières années, compte tenu des pressions économiques, il faut bien voir que sur cette opération de recyclage qui est uniquement pour EDF, et même si nous soldons nos contrats historiques, en particulier avec les clients allemands en 2021, avec nos clients historiques de l'ensemble des pays, nous procédons au dernier retour de déchets et aux dernières opérations, et que voilà, nous réalisons le fait de faire des opérations à l'export permet d'absorber des coûts et donc améliore notre rentabilité. Mais globalement, la pression économique, pour faire simple, de l'Arenh a fait que le prix de ces prestations de recyclage a évolué encore moins favorablement que l'Arenh. Et donc, sur 10 ans, en euros courants, le prix a baissé même en euros courants. Donc, la pression économique nous amène à décaler des opérations, qu'elles soient soit de maintenance, soit d'investissement. Il est donc important de réaugmenter le niveau d'investissement dans un premier étage de la fusée, qui est de faire en sorte que l'on soit d'accord avec l'autorité de sûreté, avec EDF, avec le gouvernement sur les opérations qui sont à réaliser pour maintenir des opérations fiables jusqu'en 2040. Typiquement, la Hague a réalisé 95% de son programme sur la période 16-23. En revanche, Melox est à un pourcentage de réalisation de son programme très inférieur, donc on a besoin de remonter en capacité. Ça veut dire aussi augmenter les capacités d'entreposage de combustibles usés également, puisque certains combustibles ne sont pas recyclés. Les MOX usés en particulier, dont on parlait tout à l'heure, ne sont pas recyclés. Ensuite, se pose la question, compte tenu de l'évolution du parc, si on a des EPR, si on a un parc de la taille décrite dans le rapport RTE, et je l'espère, et je pense un parc même de taille plus importante que ce qu'on a aujourd'hui, ce sont des combustibles dans les EPR et le parc existant qui sont tout à fait similaires aux combustibles qu'on recycle aujourd'hui. Donc il peut y avoir une continuité technologique à l'usine de La Hague au-delà de l'horizon 2040. Simplement, il faut qu'on décide dans ce quinquennat présent, puisque compte tenu du temps de conception, du temps d'autorisation et du temps de construction, il faut entre 12 et 15 ans pour une installation complexe. Et donc 2028-2029, c'est trop tard pour réfléchir et commencer à parler du sujet. C'est bien entre 2023 et 2025 qu'il faut que tous ensemble nous développions d'abord les choix. Pourquoi on recycle, qu'est-ce qu'on fait, à quelle dimension, et ensuite qu'on établisse les priorités pour faire la maintenance et les investissements nécessaires jusqu'à 2040, et au-delà, préparer la période au-delà de 2040. 2040, pour lesquels on a déjà les combustibles usés qui seront à traiter en 2040, et on voit quels seront les réacteurs qu'on aura besoin d'adresser en 2040. En revanche, au-delà, 2050, 2060, si d'autres types de réacteurs arrivent, il faut aussi prévoir la recherche et développement pour adresser des nouveaux combustibles qui arriveraient, que ce soit d'ailleurs dans les réacteurs existants, des combustibles résistants aux accidents, ou que ce soit des réacteurs avancés. Donc on a bien 3 phases à prévoir: le surcroît de maintenance jusqu'à 2040, la capacité, la prolongation du recyclage ou pas, mais en tout cas, nous on le souhaite, la prolongation du recyclage sur des réacteurs existants, sur les combustibles de réacteurs existants au-delà de 2040, et puis un 3e étage qui est quel est le cycle de très long terme que l'on souhaite avoir. Alors, sur le 3e étage, ce qu'il faut décider maintenant, c'est plutôt quels sont les programmes de recherche et développement qui sont à mener pour que, en 2030-2035, on puisse décider de ce qu'on souhaite avoir en 2050-2060.
C'est la parfaite transition avec mes questions sur la fermeture du cycle. Je rebondis aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que l'actuel administrateur général du CEA, dans la discussion qu'on avait sur la transformation la décision de la non-décision de faire un démonstrateur Astrid, c'était qu'on n'avait pas assez avancé sur la fermeture du cycle et sur le cycle du combustible lui-même. Donc je m'adresse au directeur général d'Orano pour savoir quels seraient aujourd'hui les besoins. Enfin, est-ce que les besoins de recherche sont, à votre sens, est-ce que les capacités de recherche et la recherche menée est, à votre sens, suffisante pour avancer à un rythme important sur la partie R&D sans obérer, sans prendre un retard trop important vis-à-vis des principaux concurrents qui, eux, certains ont déjà produit de l'électricité? Si vous voulez me faire dire que le budget du CEA est-il suffisant, la réponse est non. En ordre de grandeur, est-ce que vous pouvez nous dire s'il est un peu insuffisant ou s'il faudrait, pour adresser la question, du l'anglicisme, mais pour traiter correctement la question de la fermeture du cycle, et là encore, hein, on ne parle pas d'une affaire industrielle d'un réacteur à neutrons rapides, mais simplement être prêt, avec un pas de temps qu'on vous laissera aussi déterminer. Ce sont que des questions très simples, mais comment est-ce que vous estimez ces deux aspects? Et je suis pas budget du CEA première langue, donc, mais j'essaie simplement de raisonner avec la vision. Orano confie l'essentiel de sa recherche et développement d'aval du cycle au CEA. Donc, et l'essentiel de notre budget de recherche et développement, en tout cas dans le nucléaire, et justement sur l'aval du cycle, puisque les technologies en termes d'enrichissement et de conversion sont aujourd'hui claires. Bon, bien sûr, on a des budgets d'exploration et de jumeaux numériques, mais c'est sûr que d'un point de vue technologique, c'est l'aval du cycle qui concentre l'essentiel du budget de recherche et développement, 3% de notre chiffre d'affaires, plus de 100 millions d'euros. Si on est dans de la recherche et développement, pour notre partie, je donne juste l'ordre de grandeur pour notre partie, on voit bien qu'il faudrait doubler cette ordre de grandeur. Mais d'une façon générale, l'investissement dans l'aval du cycle, c'est aujourd'hui 2 à 3 euros par mégawattheure. Pour renouveler complètement notre approche sur les décennies qui viennent, on sera probablement obligé, en ordre de grandeur, hein, mais vraiment en ordre de grandeur, et le plan industriel doit être développé, de doubler simplement quand on regarde la valeur des usines. Une usine de cette technologie-là, aujourd'hui, on investit en investissement de maintenance à peu près 1% de la valeur de l'usine chaque année, et ça ne peut pas tenir quand on fait ça pendant 10 ou 15 ans. Donc, il y a des efforts importants financiers qui doivent être faits. Ensuite, une partie du budget du CEA dans le nucléaire est consacrée au démantèlement, etc. Donc, vous pouvez avoir des effets, des multiplicateurs. Si vous augmentez le budget du CEA, il pourra consacrer encore plus à la recherche. Bon, ça, c'est vraiment avec le CEA et ses ministères qu'il faut évoquer. Mais en tout cas, pour nous et pour la R&D, il y a des montants. Maintenant, une entreprise technologique qui dépense seulement 3% de R&D, c'est quand même encore très faible. Hein. Moi, je considère qu'on a encore de marge de manœuvre, et c'est bien pour ça que dès 2018-2019, on a souhaité travailler avec CEA, CNRS et les startups, en particulier aux États-Unis, sur des nouvelles technologies. Ensuite, bien le sujet de la réalisation de prototypes industriels. Et là, tout de suite, on peut rentrer dans d'autres ordres de grandeur, mais on n'est plus dans un budget vraiment de R&D, mais réalisation d'objets. Et on retombe sur des questions de dimensionnement de France 2030, de budget d'Astrid à l'époque, etc., qui sont des budgets de construction. Il ne faut pas oublier que dans ce type d'objet, mais y compris le PR, 80% des coûts ne sont pas liés au procédé lui-même. Hein. C'est du béton, ce sont des tuyaux de très haute qualité, du contrôle-commande, des ordinateurs, mais ce n'est pas du pur nucléaire. Donc le passage de la R&D à l'objet industriel entraîne des investissements qui sont bien supérieurs. Merci. Une toute dernière question, parce que forcément la conjoncture actuelle s'y prête. Sur la Russie, sur 2 points qui concernent la Russie. Le premier, c'est la dépendance à la Russie pour l'uranium de retraitement, que je vous laisserai peut-être repréciser. Et puis la deuxième, pour faire écho simplement à un échange que nous avons eu avec Madame Lepage mardi, sur le fait que la France envoie une partie de son uranium retraité qui reste en Russie, qui n'est pas un déchet au sens
de la loi et qui fait l'objet d'un contrat avec Rosatom, pour bien clarifier le fait qu'en aucun cas Orano et l'ensemble des acteurs français ne se servent de la Russie comme une entreprise, comme un lieu de stockage, et de la Sibérie en particulier comme un lieu de stockage de déchets nucléaires. Ou alors sur cette